Salut, c'est Max Mayfield, bienvenue dans Casting Podcast. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce 3e épisode de Casting Podcast, le podcast qui parle du cinéma. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Clara Kilikini, que vous avez pu entendre récemment dans Stranger Things, mais également sur la série The Witcher, sur You, et également sur bien d'autres séries, dessins animés, films. Bonjour Clara. Bonjour Paul. Donc je pense que j'ai donné quelques rôles marquants, mais est-ce que tu en as d'autres comme ça en tête que tu aimerais citer ? Je pense qu'un qui m'a marqué, c'est Soy Luna. Ouais, aussi oui, j'ai oublié de le dire. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai fait Violette dans Les Orphelins Baudelaire, la série. Ok, oui. Sur Netflix. Mais t'as dit les principaux déjà. Ok, donc pas mal, oui, de séries Netflix et séries Disney Channel. Oui, aussi. Il y a aussi, dans Jessie, tu doubles Zuri. Zuri, oui. Voilà. Donc, toi, tu es comédienne de doublage principalement. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu si tu as fait une formation, tu as suivi une formation particulière ? Oui, j'ai fait une école de théâtre qui s'appelle Claude Mathieu. D'accord. Et j'ai fait des stages beaucoup à Londres dans des écoles. L'été, en fait, j'allais faire des stages de comédie musicale. Et je me suis formée en technique Meissner aussi. J'ai fait des petits cours de ça à Paris. Et des cours de chant, des cours de danse. J'ai essayé de multiplier les disciplines pour savoir faire plein de choses. Toujours dans le domaine de l'art. Ouais. Et tu doubles depuis assez longtemps maintenant. Ton premier rôle hors ambiance, ton premier vrai rôle en tant que comédienne de doublage, c'était ? C'était quand j'avais 4 ans. Ah oui, donc ça remonte vraiment. Ouais, ça remonte à un petit moment. En fait, mon papa est directeur artistique. D'accord. Et un jour, il a eu besoin d'une petite fille. Il y avait une petite fille de 4-5 ans dans sa série qui disait à sa mère qu'elle ne voulait pas aller à l'école et qu'elle voulait rester à la maison. Okay. Et il s'est dit... On va essayer Clara, voir si ça marche. Et j'avais très, très peur de rater à l'époque. Déjà, à 4 ans, j'étais hyper perfectionniste et je ne voulais pas me ridiculiser. Donc, du coup, j'ai dit, je veux personne dans le studio à part ma mère et mon père. Okay. Parce qu'il faut qu'il y ait un ingé son dans le studio pour enregistrer. Et du coup, l'ingé son s'est caché et a rampé derrière la table de mixage pour pouvoir m'enregistrer. Sans que tu vois qu'il soit là. Sans que je vois qu'il soit là. Et en fait, à 4 ans, on ne sait pas lire. Donc, du coup, on me disait ce que je devais dire et on lançait la bande rythmo, enfin l'image. Et au moment où je devais parler, on me tapait sur l'épaule et je disais la phrase. Et par chance, parfois, ça rentrait pile dans ce que la comédienne faisait. Parfois, il fallait recaler. Mais voilà, c'était ma première expérience. Et malgré la pression que je m'étais mise, je me suis beaucoup amusée. Et ensuite, je ne sais plus exactement comment ça s'est fait. Mais du coup... Ça s'est su un peu plus avec vu que c'est un petit milieu, tout le monde se connaît un petit peu, et dès qu'il y a un enfant qui aime bien ça et qui en plus s'en sort bien, voilà, c'est vrai que vite on est appelé. C'était quoi du coup c'est sur un film, une série. Cette série, ça s'appelle Reba, c'était une sitcom. Ok. Ouais. Ça marche. Depuis 2011, t'as fait énormément de séries. Est-ce qu'il y en a une qui t'a le plus marqué, on va dire, ça a été que t'as préféré doubler? Il y en a beaucoup que j'ai beaucoup aimé, mais là, récemment, j'ai fait une série Netflix qui s'appelle Sirens. Okay. Et dans cette série, je double Millie Alcock, qui est une comédienne je pense qu'elle va faire plein de trucs parce qu'elle est vraiment, vraiment douée. Ouais, elle devrait réapparaître, je pense, dans les films d'ici. Oui, je crois qu'elle fait Supergirl. Elle fait Supergirl dans Superman, elle fait une apparition éclair, mais je crois bien. Qu'elle est amenée à revenir trop bien. Bah écoute, on verra. Mais ouais, cette série, c'était un peu... il n'y avait pas beaucoup d'épisodes et il y avait Julianne Moore aussi dans cette série qui est incroyable, qui est douée par Ivana Coppola et on a travaillé ensemble et c'était trop, trop bien. Et dirigée par Patricia Legrand. Okay. Et c'est une série un peu... à la croisée entre Desperate Housewives et White Lotus, okay, où il y a un truc un peu mystérieux et en même temps des personnages hyper hauts en couleur et hyper dessinés, très très bien dessinés. Et ils sont tous un peu antipathiques dans cette série. Il y a un personnage qui est le personnage de la sœur qui elle est super... qui est un peu la seule... En gros, l'histoire, c'est
Julianne Moore, elle fait cette femme très riche qui vit dans une maison, qui a des domestiques, qui organise des grandes fêtes, qui est un peu gourou quelque part, qui a toute une communauté qui est là avec elle souvent, d'invités et tout. Et en gros, moi, je fais une petite jeune femme qui arrive pour travailler pour elle et qui en fait vient d'un milieu beaucoup plus défavorisé. D'accord. Et qui du coup se retrouve tout d'un coup à être habillée en robe, tu vois, hyper huppée. ouais, hyper huppée. Ok. Et qui enfin a l'impression d'exister dans un monde par la luxurie, par l'argent et tout ça, et qui se fait un peu embrigader, un peu. Il y a une sorte de petite emprise qu'a le personnage de Julianne Moore sur elle. Et en fait, sa sœur, qui est du coup, elle règle des vrais problèmes, c'est-à-dire que leur père est alcoolique et du coup, elle règle ça et tout ça. Sa sœur débarque pour venir chercher mon personnage en lui disant, en fait, reviens à la vraie vie, ça, c'est pas la vraie vie. Et du coup, c'est un peu ce qui va se passer là-dedans. Mais c'est super drôle et tout. Et j'ai adoré ces séances de travail. C'est dispo sur Netflix, du coup. Ouais, dispo sur Netflix, ouais. Ok. T'as également doublé chez Marvel. Ouais. À plusieurs reprises et sur des personnages différents. Donc, on a pu t'entendre sur le film Logan. Oui. Tu étais X-23. Et également dans Black Widow, où tu jouais Natasha Romanoff jeune. Est-ce que c'était également toi sur Deadpool Oui. Ok, oui. Donc, quand elle revient, ouais. Okay. Et j'ai une anecdote là-dessus parce que je pense qu'on ne sait pas forcément, mais nous, quand on enregistre des gros films comme ça, des gros films Marvel, il y a beaucoup de confidentialité, évidemment. Et du coup, là, pour ce projet en particulier, vu que mon personnage, c'était un peu... Je connais pas trop l'univers Marvel, mais je crois que c'était un gros big deal qu'elle revienne et c'était un peu une surprise et on s'y attendait pas. Oui, il y a eu beaucoup de personnages en fait dans le film qui ont été ramenés après que des projets ou des suites aient été annulés. Donc il y avait Gambit qui était joué par Channing Tatum et doublé par Arthur Kong que j'avais reçu dans le premier épisode. Et donc tous ces personnages qui revenaient pour plusieurs scènes dans le... Voilà, et moi en fait je savais qui c'était parce que je l'avais doublé dans le premier, dans le Wolverine, mais... Tu savais pas trop ce qu'elle faisait là. Je savais pas trop ce qu'elle faisait là et surtout, je ne voyais que sa bouche. En fait, tout l'écran était noir. Flouté. Tout était noir carrément, même pas flouté. Et il y avait juste un rond avec la bouche de la comédienne pour que je puisse être synchro. Voilà, synchrone, mais j'avais pas d'image, donc je savais pas. Généralement, moi, je me cale plus sur les yeux. Je regarde ce que le personnage ressent dans ses yeux. Et là, j'avais pas ses yeux. Et c'était hyper perturbant. Heureusement, j'ai pas fait tout le film comme ça. C'était une petite scène, tu vois, mais ouais, on se rend pas forcément compte, mais parfois il y a tellement de confidentialité qu'ils peuvent pas montrer les images. Et nous, on travaille avec très peu d'informations. C'est vrai que j'avais en question pour plus tard, est-ce que des fois on double sur des images qui sont pas terminées, donc avec les effets spéciaux, mais là carrément, donc juste avec les bouches. Là, je sais pas, peut-être que le film était fini derrière cet écran noir, mais oui, il y a des fois où il y a même les fonds verts et on voit où les monstres ne sont pas des monstres, c'est un balle de tennis au bout d'un stick. Et je me rappelle sur les Orphelins Baudelaire, on avait beaucoup ça parce que c'était des énormes décors et il y avait beaucoup de VFX qui a été fait en post-prod et nous, on avait des images qui n'étaient pas du tout finales et du coup, c'était parfois des situations un peu cocasses où je me souviens qu'il y avait un bébé, il y a leur petite sœur, je crois que c'est une fille, leur petite sœur dans le Prunille. En fait, c'était, vu qu'ils ne peuvent pas faire travailler le même bébé pendant très longtemps, c'était des bébés différents sur lesquels ils collaient la tête en post-prod du bébé en question. Et du coup, parfois, il y avait une tête qui se baladait un petit peu, c'était très bizarre. Et du coup, on travaille sur des images qui ne sont pas du tout terminées parfois. C'est vrai que le montage, des fois, on ne sait pas où ils veulent aller, mais ils vont au résultat. Oui, voilà. Faut se projeter un peu. C'est ce que j'allais demander. Est-ce que pour doubler, tu essaies de te caler, tu essaies quand même de coller à la voix de la VO ou tu fais vraiment... tu te fies au personnage et après, toi, tu interprètes en fonction de comment tu le ressens et ce que, du coup, l'ingé son et le directeur artistique demandent. Je trouve que le plus important... parce qu'en fait, parfois, tu es casté sur des personnages qui n'ont pas exactement ta voix. Donc, en fait, essayer de s'en approcher, ça dépend. Parfois, je fais une petite fille, forcément, je vais modifier ma voix. Mais si je fais quelqu'un de mon âge, à moins qu'elle ait un timbre vraiment particulier, très nasal, ou si juste on n'a pas la même voix, j'essaie de me concentrer plus sur l'intention de la scène et du personnage, enfin déjà la personnalité du personnage en général, mais sur l'intention de la scène sans essayer de forcément, pour que ce soit plus naturel et plus sincère, que d'essayer de faire de la voix et plus de jouer en fait, juste le truc. Mais ouais, je sais pas si ça répond à ta question. Si, c'est parfait. Et pour finir, on va dire sur la partie introductive, tu as fait beaucoup de séries Disney Channel, on disait. Est-ce que donc
souvent, c'est des séries comme ça, les castings qui se recrutent. Est-ce que du coup, t'as passé beaucoup de castings pour Disney Channel? Ou une fois que t'en as fait un, ils te connaissaient Quand j'ai fait un, ils me connaissent, mais ça ne les empêche pas de redemander de des te essais faire? pour voir si ça correspond Ouais, bien à ce nouveau personnage, parce qu'ils me connaissent dans un personnage, mais c'est pas d'accord. forcément la même chose. Et ouais, je crois que j'avais passé des essais pour Jessie. Ok. Euh, C'est Jessie qui est beaucoup plus vieux que ouais, Jessie, c'était la Soyuna. première série Disney Channel que je faisais. Ok. Et moi, ayant grandi, enfin, j'avais fait des petites choses dans Hannah Montana, des choses comme ça, mais là, c'était vraiment le premier gros rôle que je faisais. Et ayant grandi en regardant Disney Channel, pour moi, c'était un truc de fou d'être sur Disney Channel. Et voilà, ensuite, j'ai fait Soy Luna. Et Soy Luna, c'était un peu particulier parce que toute la VF a été faite en Belgique. Ok. Et en fait, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'en Belgique, ils n'ont pas trouvé quelqu'un pour faire Luna qui leur convenait. Du coup, ils ont passé des essais en France, Ok. juste pour ce rôle-là. Et du coup, j'ai fait la série en France toute seule. En fait, j'étais toute seule sur Soy Luna. Tous mes camarades Ok, donc du cast étaient en Belgique. Et moi, j'enregistrais toute seule toute la série, du coup. Ok, et tu me disais, pour continuer sur Disney Channel avant Ouais. l'interview, que tu as fait également ta tournée chez Disney Channel. Ouais, j'ai présenté une émission qui s'appelait DC Spot, Disney Ok. Channel Spot, pendant 3 ans, où on était deux avec Hugo Chaland-Marquiot, mon co-présentateur. Et pendant 3 ans, on présentait des émissions où, en gros, on parlait de l'actualité de la chaîne, de ce qui allait être diffusé. Ok. On faisait des petits tutoriels, des petites chansons. Et parfois, on avait la chance de rencontrer des comédiens, d'aller à des avant-premières et de faire des interviews, du coup, que ce soit d'autres séries Disney Channel ou des films Disney. Ouais, c'était trop chouette. C'était Ok. une belle, Du coup, belle tu aventure. me disais également que tu as eu l'occasion de rencontrer l'actrice qui fait Soy Luna, enfin, Ouais. qui fait Luna. J'ai rencontré Carole Sevilla à plusieurs reprises parce que 2 fois, on a tourné des émissions avec elle. Ok. Elle était trop mignonne, trop chou. La deuxième fois, elle se souvenait très bien de moi. Elle était hyper... très mignonne, très Très chou. heureuse d'être là. Ouais. Donc, j'ai eu une bonne partie pour parler de Stranger Things, Mhm. la série événement qui s'est terminée ce 1er janvier, pardon. Et ça a été énorme. Je crois que c'est devenu la série Netflix la plus regardée Ah, ouais. récemment, qui a dépassé toutes les audiences, qui a fait bugger la plateforme à plusieurs reprises. T'as passé du coup un casting sur Stranger Things? J'ai passé un casting sur Max. Ok. Je crois que ça devait être en 2017, je pense. Ouais, ça me parle 2017, ça me semble cohérent. Ça doit être ça. Mais alors, j'ai essayé de me souvenir, mais je ne me souviens pas des essais. Ok. Je me souviens que j'avais regardé la première saison. Hmm. Et je connaissais la directrice artistique Ivana. Et on avait vite fait parler qu'il y avait une comédienne que j'avais déjà doublée, parce que je l'avais doublée dans une série American Odyssey, je crois que ça s'appelait. Ok, oui. Je crois que c'était Philippe Blanc qui dirigeait. Et déjà, je m'étais dit, waouh, cette petite, elle a un truc, elle est hyper douée. Et du coup, on avait parlé avec Ivana du fait que, voilà, elle m'avait dit, s'il y a des essais, je t'appellerai dessus. Ok. Et du coup, j'étais allée passer les essais. La seule chose dont je me souviens, c'est d'avoir été surprise par le caractère dur du personnage, dans le sens où elle est très rentre dedans. Elle est pas... Elle est sensible, mais elle le montre pas. Et du coup, il y a une truc de carapace un peu qui était à côté de ce que moi j'ai l'habitude d'être aussi dans ma vie, de jouer. En fait, j'adore jouer des rôles qui sont loin de moi. Faire des méchantes, c'est hyper jouissif, c'est trop chouette. Ouais. Bon, après, elle est pas méchante, elle, mais non. Mais ouais, du coup, j'avais passé les essais et du coup, j'ai eu les essais. Voilà. C'est pour le doublage de Stranger Things. En faisant des recherches, j'ai vu qu'il y avait eu un changement. Et du coup, je me suis rappelé que les voix changent après la saison 2. Oui. Les premières saisons, le casting principal sont doublés par des dames, enfin des comédiennes. Et après, du coup, change pour le casting qu'on connaît aujourd'hui. C'est parce que les petits garçons n'avaient pas encore mué. C'était bon parcours. On est trop dans la merde. Mué au début, pendant la saison 1 et 2. Et du coup, de prendre des comédiens directement, voilà. En fait, ça aurait pas collé. Peut-être qu'il n'y avait pas la possibilité de prendre des enfants aussi, de par le fait que la série est un peu difficile, quand même un peu dure, je veux dire. À montrer à des enfants. Ouais, à montrer à des enfants. Il y a des scènes qui peuvent heurter. Ouais, je pense. Au niveau de la DAS, peut-être ça aurait été compliqué, peut-être qu'ils n'avaient pas le temps. Il y a plein de raisons qui font que parfois, c'est pas des enfants. Et du coup, elle a pris des jeunes femmes qui savaient très bien faire les petits garçons. Il y avait Marie Facundo, Casey Chase, elles étaient plusieurs, je crois qu'il y avait Fanny Block aussi. Vraiment des tueuses à gages qui font trop bien les petits garçons.
Ouais, bah c'est... Et du coup, quand les personnages ont mué, bah, les filles étaient trop légères dessus et du coup, ils ont dû prendre Ils des... ont changé le casting, mais avec des voix qui restent quand même semblables à ce qui avait été fait sur les premières saisons. Ouais, bah oui. Le casting Ouais. a été vraiment bien fait sur Ouais. ça. Ouais, Ivana a été trop forte là-dessus. Ouais. Est-ce que dès ton arrivée sur la saison 2, quand c'est Mhm. sorti, tu t'es dit waouh, cette série-là, ça va buzzer? Ou c'est plus tard que tu t'es rendu compte de ça J'avais vu la saison 1 Mhm. et j'avais beaucoup aimé. Et bien évidemment, personne s'attend à un succès tel. Enfin, même Quand je ça- pense que eux, les frères Duffer, ils ont été pris de court par cet engouement. Mais non, je savais que c'était bien. En tout cas, je savais que moi, ça me plaisait. Et c'est le principal. Parfois, on travaille sur des choses qui nous plaisent moins. Mais quand on travaille sur quelque chose qui nous plaît, que ce soit un énorme succès ou pas, c'est ça l'important. C'est pas le Enfin, pour moi, principal. Le c'est... succès, c'est pas le ouais. principal, c'est de s'amuser en le faisant. Exactement. Mais enfin, c'est pas une surprise que ça ait ce succès-là parce Ça- c'est du génie. Enfin, c'est trop bien. Au cours du coup des 4 saisons sur lesquelles tu as pu doubler Max, tu as eu l'occasion de rencontrer l'acteur Non. Jerry Ok. Je l'ai pas rencontrée. Je sais même pas si elle est venue en France. Je crois qu'elle est pas venue à aucune des avant-premières. Peu dopé en France. Ou de salon. Enfin, de Convention, Ouais, elle de aurait pu être convention. là. Non. Ça me dit trop rien. Non. Mais... Ok. Mais elle va jouer au théâtre à Londres. Elle joue dans Roméo et Juliette Ok. l'année prochaine et je vais aller la voir au théâtre. Je sais pas si je vais la rencontrer, mais déjà. Mais au moins pouvoir. Ouais, l'avoir joué en vrai, ça va être quelque chose, je pense. Ok. Alors, comme mis dans l'introduction de la vidéo, on va pouvoir parler des dernières saisons. Donc, si vous n'avez pas encore pu voir, mettez-vous à jour avant de continuer. On va commencer par la saison 4. Est-ce que tu t'attendais au sort de Max? Non. Non, c'est assez soudain. La fin de la saison est assez trash sur ça. Ouais. C'est violent. C'est hyper violent. Mais en même temps, c'est hyper intéressant parce que du coup, il y a des choses à jouer vers lesquelles je pensais pas aller dans cette série forcément. Et des trucs durs, mais on était très bien entourés, très bien... Enfin, on était dans un endroit de sécurité aussi où on pouvait être vulnérable émotionnellement avec Ivana et toute l'équipe, la prod, l'ingé son, tout le monde est trop mignon et même les autres comédiens. Et du coup, non, je m'attendais pas à ça, mais j'étais... c'est un challenge hyper intéressant en tant que comédienne de jouer des choses aussi d'avoir des rôles, intenses. je veux dire des moments qui changent de ce que le personnage vit habituellement. Exactement. Parce qu'elle finit la saison sur un gros moment de faiblesse. Et pourtant, c'est un personnage qui, dès qu'on l'a rencontré, reste forte tout le temps. Elle n'a pas une vie facile. Elle a son demi-frère qui est assez spécial. Je pense qu'elle s'est construit une sorte de carapace de protection aussi. Je pense qu'elle a toujours été sensible, mais que... Mais qu'elle peut je pas trop disais le ça montrer. avec Donald de Réunion dans StreamVF, c'est qu'elle elle fait pas confiance aux gens, Max. Et du coup, elle a besoin de gens qui vont la mettre dans des... Enfin, tu vois, de Lucas qui va la mettre à l'aise et lui montrer qu'en fait, on peut être bienveillant avec elle et elle peut se reposer sur quelqu'un. Je pense que Max, elle se repose sur personne. Sa maman, elle a le problème avec l'alcool. Son beau-père, il est violent. Son demi-frère est violent. Enfin... Et du coup, je pense qu'il lui manquait ça dans sa vie et qu'elle a trouvé ça dans cette bande de potes et dans Lucas. Ce truc de confort et de « Ok, je peux être vulnérable et je peux... » Et on voit que le personnage prend quand même une autre tournure à partir de la saison 4 après la mort de Billy. Il y a la scène où elle va écrire une lettre qu'elle dépose et qu'elle lit sur la tombe de Billy juste avant justement d'être attaquée par Vecna, je crois. Ouais. Et on voit que oui, après la saison 3, le personnage prend une autre tournure un petit peu plus... Au-delà du caractère fort du personnage, elle prend une tournure un peu plus sombre. Ouais, elle a de l'énorme culpabilité de la mort de son frère. Elle se sent coupable. Elle se sent totalement responsable et à la fois, elle l'a sûrement souhaité aussi quelque part un jour qu'il arrive quelque chose à son frère pour qu'il arrête d'être violent, d'être aussi dur avec elle. Ouais. Donc, je pense que oui, et puis elle ment à sa psy. Enfin, elle est dans un truc où je pense c'est très sombre. Je pense que c'est une forme de dépression totalement ce qu'elle vit dans cette saison. C'est que le personnage est très bien écrit. C'est un des mieux écrits des saisons, je trouve. Et interprétée aussi, elle est phénoménale. Excellente.
Est-ce que, on en parlait tout à l'heure du coup des séries qui sont pas terminées, le montage était terminé ou alors le monstre avec une balle de tennis c'était pour Stranger Things? Non, c'était pas pour Stranger Things. Non, alors, je me souviens pas trop des autres saisons, mais en tout cas, pour la dernière saison, on avait pas mal d'images définitives. Après, il y a toujours ce qu'on appelle des confos, c'est-à-dire que on va enregistrer, nous, la version qui a été envoyée par les États-Unis au studio. Et parfois, il y a des changements, des sons qui sont rajoutés, des respirations, parfois des phrases entières qui sont changées. Et du coup, on appelle ça des confos. Et parfois, on revient pour du coup faire ces confos qui sont des petits changements qui ont été envoyés dans la nouvelle version du montage des États-Unis. Est-ce que quand il y a des scènes coupées dans une série, elles sont également doublées ou alors elles sont carrément laissées à l'abandon Je pense que ça dépend du... Alors, je vais faire spéculation parce que j'en sais pas, sais trop rien. Mais j'imagine que si on a eu, nous, une version qu'on a doublée ou après, cette version a été coupée, du coup, on a doublé déjà les scènes, tu vois, qui ont été coupées. Mais je pense que le moment où on reçoit une version de scène avec les scènes qui ont déjà été enlevées, du coup, on les double pas. Mais après, ça doit arriver sûrement... on n'est plus à l'époque des DVD, mais parfois, tu sais, sur les DVD, il y avait les scènes coupées. J'imagine que du coup, ces scènes étaient doublées aussi. Sur les Blu-ray, mais... ils font beaucoup ça, les Blu-ray version longue. Ouais. Mais je t'avoue, je sais pas, c'est une bonne question. Ok. Vous l'avez doublé longtemps avant la sortie, Stranger Things? J'ai fini le dernier épisode... J'ai pas envie de dire de bêtises, mais pas longtemps avant, peut-être 1 mois et demi, 2 mois avant. Ouais, je dirais. Mais vous avez quand même eu, je veux dire, est-ce que vous avez doublé toutes les 3 parties de la saison 5 en même temps ou Non, c'était des sessions différentes. Ouais. On a doublé quand même dans une certaine continuité parce que c'était les dates de sortie n'étaient pas trop espacées, mais c'était à chaque fois des sessions différentes. Genre, le dernier épisode, c'était un jour... Enfin, pour moi, c'était un seul jour, mais pour eux, c'était plusieurs jours, mais c'était que le dernier épisode. Après, ça dure 2 heures, donc on ne peut pas... Vous avez pu doubler tous ensemble ou c'était séparément? Non, sur Stranger Things, j'ai été pas mal seule. J'étais pas mal avec Lily Caruso qui fait Holly dans les dernières, sur la dernière saison. Et dans les saisons d'avant, je pense que j'ai été un peu avec Thomas Sagols qui fait Lucas. Ouais. Mais sinon, j'ai été pas mal toute seule. Ok. Ouais. Max, elle a pas... Enfin, à part dans la dernière saison, elle a pas... Et à part avec Lucas, c'est vrai qu'elle a pas beaucoup d'interactions. C'est vrai que dans la saison 4, on a refait la série récemment, elle parle très peu. Ouais, avec Lucas. Ah, j'étais avec la psy aussi. Ok. Qui était doublée par... J'ai un doute, je me rappelle plus. Je saurais pas dire. Sur la dernière saison, elle est un tout petit peu avec Vicky à un moment. Ouais, que j'ai pas été avec la comédienne qui était Vicky, non. Mais ouais... Et tu t'attendais à ce qu'elle revienne comme ça dans la saison 5? Oui. J'espérais. La première... Parce qu'il y a quelque chose déjà. Ouais. Mais qu'elle revienne comme ça, je pense que personne s'y attendait à ce que ce soit elle dans l'esprit de Vecna. Ah non, pas du tout. Mais je me souviens qu'à la fin de la saison 4, j'ai vu la scène où elle meurt, parce qu'elle meurt. Ouais. Et dans la dernière scène, et après, elle fait pas de bruit quand elle est à l'hôpital, tu vois. Et heureusement, la directrice artistique m'a quand même montré cette dernière scène, mais sinon, j'aurais cru qu'elle était partie et que c'était fin de l'aventure pour toi. Voilà, over. Et du coup, les premières sessions de la saison 5, j'étais pas dedans. Oui. Et parce qu'elle était dans le coma et qu'elle n'était pas là jusqu'à l'épisode 3, fin d'épisode 3 qu'elle arrive, je crois. Elle arrive en fin d'épisode, ça c'est sûr. Ouais, fin d'épisode 3, je crois. Et après, dans l'épisode 4, elle est... Mais du coup, dans les premiers épisodes, j'étais pas. Et du coup, je recevais les dates et après, ils me disaient « Ah bah, t'es pas dedans ?» Je disais « Non, pitié qu'elle se réveille, s'il vous plaît. » Je peux pas venir respirer, elle respire pas dans le coma. Et voilà, du coup, j'étais trop contente de revenir. Et en plus, je trouve que l'univers qu'ils ont créé autour de Holly et de elle Enfin, elle est tellement badass quand elle arrive à la fin de la saison, de l'épisode 3. Enfin, c'était trop bien. Elle revient vraiment comme si elle a survécu dans l'esprit. Et c'est énorme. On voit souvent que dans les making-of, les comédiens, ils sont tous dans une grande salle quand ils lisent les derniers épisodes et tout. J'imagine que du coup, sur le doublage, il n'y a pas ça. Non. Non. Mais vous vous attendiez à cette fin-là pour la série ? Alors, pour être 100% honnête, je n'ai pas encore vu le tout dernier épisode. D'accord. Mais je sais ce qui se passe. En gros, quand j'ai enregistré, déjà, j'ai vu ce qui se passait dans l'histoire de Max. Et Ivana et Dan, qui est l'ingé son, m'ont dit « Est-ce que tu veux qu'on te dise quand j'ai enregistré ce qui se passe ? Est-ce que tu veux savoir ou pas ?» Si tu veux le contexte. Voilà, est-ce que tu veux savoir ? Et j'ai dit
j'hésitais au début parce que je me disais, c'est vrai que c'est chouette de regarder une série sans être spoilée. Et en même temps, j'ai envie de comprendre ce que Max ressent. Donc, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé pour pouvoir être au plus proche de ce qu'a fait Sadie Sink et comprendre les choix qu'elle a fait. Ouais. Et du coup, j'ai dit, allez-y, D'accord. montrez-moi. En plus, je me disais, je vais avoir un secret que personne ne saura, que tout le monde voudra savoir. Je suis à 1 mois avant tout le monde, Exactement, je connais tout. Exactement. Donc, du coup, j'ai dit oui. Et du coup, ils m'ont dit, OK, on te montre. Ils ont éteint la lumière. Ils ont enlevé la rythmo. Et ils m'ont montré, du coup, la scène, spoiler, où Eleven potentiellement meurt. Voilà, ou non. Ou pas. Et j'ai pleuré tellement. Ah ouais. Oui, et même eux qui l'avaient vu plein de fois étaient en larmes aussi tous les deux. C'était du coup mon dernier jour d'enregistrement et c'était hyper fort parce que la dernière séquence avec Max, c'est la séquence où ils sont tous autour de la table avec les garçons. J'y crois. Et voilà, cette scène. Voilà. Déjà, je pleurais parce que j'étais triste que la série se termine. Je pleurais parce que le truc était triste, enfin l'histoire était triste. Parce que elle jouait, elle pleurait, donc du coup pour me calquer à elle, je pleurais. Donc je pleurais. Et c'était ma dernière scène et j'ai fini la scène et je suis allée remercier Ivana de toute cette aventure et de m'avoir fait confiance et tout ça. Et du coup, on a pleuré dans les bras l'une de l'autre. Là, il y a Mélanie de la production qui est arrivée, qui nous a vu en train de pleurer, qui a dit « Mais ça va ?» qui a fait un câlin à l'ingé son, qui pleurait après l'ingé son, a pleuré dans mes bras. C'était genre... Mais parce que c'est une trop belle aventure au-delà de la série qui est extraordinaire et les choses qu'on a traversées ensemble émotionnellement. Humainement, c'était une trop belle aventure. L'équipe était trop mignonne, trop gentille et c'est un gros truc qui se termine, ouais. Et voilà, je sais plus quelle était la question de base. Est-ce que vous vous attendiez à cette fin-là? Est-ce qu'on s'attendait? Moi, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit Eleven qui parte. Qui se sacrifie? Ouais. Parce qu'aussi, j'ai pas suivi l'histoire de ce côté-là parce que j'ai doublé que les scènes de Max qui sont vraiment dans un autre univers, enfin littéralement en plus dans un autre monde. J'ai vu un truc récemment, Max a jamais été dans l'Upside Down. Ouais, c'est vrai. De toute la série, elle a jamais été. Elle y est même pas réellement. Elle est dans l'esprit de Vecna, donc Et du coup, je me suis dit que c'est vrai qu'elle est pas dans. Ouais, elle a l'univers du paranormal avec les autres, mais elle a vraiment jamais été dans physiquement. Que ce soit dans l'autre dimension ou dans le monde à l'envers. Et du coup, elle a juste été, dans sa tête, quoi. Enfin, dans son esprit, elle a voyagé. Donc, ils ont également teasé, entre guillemets, apparemment, un making-of dans le dernier épisode. Je crois que personne, du coup, n'a vu parce que tout le monde a été... Ces 7 derniers jours, là, on est actuellement le 9 janvier. Ça fait 9 jours que sur les réseaux, on peut pas défiler 2 fois sur Instagram ou TikTok sans tomber sur une personne qui expose une autre théorie de pourquoi il y aurait un prochain épisode ou quoi... Mais c'est vrai que du coup, les gens spéculent sur la fin. Je sais rien, en tout cas, s'il y a quelque chose. Mais je pense que... Bon, encore une fois, j'ai pas encore revisionné le dernier épisode, mais de ce que j'ai vu, je trouve que la fin est... Enfin, la boucle est bouclée, tu vois. Aussi, la dernière scène où les enfants, du coup... la génération de Holly reprend le flambeau. La relève. Et voilà, et du coup, pour moi, c'est une bonne fin. Mais après... C'est rare, en tout cas, depuis plusieurs années, qu'on nous fasse un vrai happy ending aussi en série. Finit souvent par tuer le personnage principal, par faire... Mais la note d'espoir qu'il y a, je trouve... Tu vois, on ne sait pas et chacun choisit... Une fin, interprétation où vous voulez croire qu'elle est en vie, tant mieux, vous n'y croyez pas, mais le doute est posé, le doute est permis. Tu crois, toi? Moi, ouais, franchement, ouais. J'ai regardé, du coup, j'ai épluché les trucs de théorie où sa sœur saigne de de l'autre narine. La demi-sœur, il y a... Ouais, les gens cherchent le détail, ils épluchent la série. Mais alors, il me semble que Sadie Sink, du coup, qui joue Max, a dit qu'elle pensait qu'Eleven était morte. Ok. Ouais, elle a dit, oui, elle est morte. Oui. Ok. On finit la série comme ça, c'est pas un problème. Donc, on va pouvoir parler un petit peu des autres séries, autres univers. Tu as doublé dans Jurassic World la colonie du Crétacé et plus tard la théorie du chaos. Tu doubles Brooklyn qui est... dans la première série où donc les enfants se retrouvent piégés sur l'île de Jurassic World, qui est une blogueuse, une influenceuse jeunesse, et qui veut tout filmer, qui veut tout récupérer en preuve, qui fait du journalisme du coup de terrain. Est-ce que sur ce dessin animé-là, vous avez eu l'occasion de doubler de doubler à plusieurs? Ouais, carrément. Carrément, j'ai été pas mal avec
encore Thomas Sagols, Ouais. qui était dans la série aussi, avec Alice Sorsa sur le un rôle peu. de Ben, je crois. Oui. Ouais. Oui, c'était il y a longtemps, donc je me souviens plus trop des noms des personnages. Mais ouais, avec Thomas Sagols, avec Alice Sorsa aussi, que j'adore. Il y avait Julien Crampon et Nastasia Gérard. Ouais, je crois. Oui. Et moi, je crois que c'était l'équipe, si j'oublie personne. Mais oui, du coup, on a été pas mal... Il y a eu quand même pas mal de moments où j'étais toute seule. Okay. Mais on a eu l'occasion... On était contents d'enregistrer ensemble, en tout cas. Sur la théorie du chaos, où, encore une fois, le personnage prend complètement un autre tournant. Décidément, t'as chic pour doubler les personnages qui prennent un méchant tournant. C'est vrai. C'est vrai qu'au début, elle est hyper girly, influenceuse, très légère, quoi, très innocente, mais avec un fort caractère. Et en fait, après ce qu'elle vit, qui sont aussi des choses très difficiles, elle perd un bras, enfin vraiment, elle se fait manger le bras par un dinosaure. J'ai été choquée, je me suis dit, mais c'est pas du tout pour les enfants. C'est vrai que la première saison qui reste très enfantine. Ouais. Enfin, dans les premières saisons, parce que dans les saisons qui suivent, il y a aussi pas mal de personnages qui se font croquer. La théorie du chaos prend vraiment un tournant plus adulte. Ouais, et c'est vrai qu'elle est du coup isolée du groupe, et c'est pour ça aussi peut-être que je me disais que c'était peut-être le Covid, mais c'est aussi que qu'elle est souvent seule. Ouais. Mais ouais, elle prend de... Et j'ai adoré le fait qu'elle devienne hyper... au-delà d'être femme, elle devient forte, indépendante. Très forte. Ouais. Avec beaucoup de... Elle sait où elle va, quoi. Ouais, elle sait ce qu'elle veut, et puis elle n'a pas peur de faire ce qu'il faut faire pour le faire. Et puis moi, c'était hyper intéressant. Du coup, j'ai grave exploré aussi, mais grave que c'est quelque chose... J'ai beaucoup fait les enfants en grandissant, parce que j'avais toujours une voix juvénile. Et du coup, d'avoir des personnages où j'ai peu aller dans le peu de grave que j'ai, mais j'en ai quand même un peu. Et c'est hyper intéressant, et de jouer des trucs un peu plus proches de moi aussi, et de ce que je vis dans la vie, plutôt que de jouer des choses toutes légères, quoi. Où tu réussis mieux du coup à t'identifier peut-être au personnage comme ça. Ouais, où du coup je trafique moins, même si le but c'est de pas trafiquer, mais forcément quand tu fais des personnages plus jeunes, tu t'allèges un petit peu ta voix. Là, le fait de pouvoir avoir juste ma voix, moi dans mes graves, c'est trop agréable. Ok, super. Ouais, et puis ce qui est vraiment cool avec cette série aussi, c'est que on peut la regarder en parallèle direct des films. Il y a beaucoup de scènes qui se superposent avec les autres Jurassic World. Oui, pareil. Alors moi, je suis pas du tout... Je suis pas connaisseuse de l'univers de Jurassic Park. J'ai vu les films petites comme tout le monde, mais c'est vrai que ouais, je savais pas que... Mais j'ai entendu dire, en effet. La dernière saison se passe en parallèle direct des événements du 6e film. Et la première saison se passe pareil pendant les incidents de Jurassic World. Ok, d'accord. Trop intéressant. Ouais, pour avoir vu les deux après, je me disais, tiens, c'est à ce moment-là, il se passe ça et tout. Voilà. T'as également été sur The Witcher. Ouais. Donc, tu doubles Ciri, qui devient la fille adoptive, entre guillemets, de Geralt. Donc ça, c'est la série qui est inspirée du jeu vidéo. T'es joueuse de jeux vidéo parce que t'as aussi pas mal doublé dans des jeux... J'ai été joueuse de jeux vidéo petite parce que j'ai un petit frère, et du coup on jouait genre à la Wii, Animal Crossing, trucs comme ça. J'ai jamais été une gameuse, mais plus récemment, ouais, j'ai joué à It Takes Two, que j'ai trop aimé, un peu à Hogwarts Legacy. Ouais, j'aime bien de temps en temps. J'avoue que je suis pas une grosse joueuse, je vais pas passer des heures, mais une petite heure de temps en temps entre amis et tout, c'est sympa. Et du coup, c'est des univers qui t'ont donné envie de découvrir sur The Witcher ? Alors, The Witcher, c'est trop violent pour moi, je pense que c'est un peu trop... Ouais, c'est... La série est hyper violente. Il y avait des scènes que je pouvais pas regarder dans la dernière saison, là. Même première saison, je crois qu'il commence par... Il arrive en ville, Geralt, qui bute 6 paysans qui lui bloquent la route. Il n'a pas peur non plus de faire les choses. J'ai eu de la chance dans les scènes de Ciri, c'était assez doux, et malgré la difficulté des situations, parfois il n'y avait pas de violence physique, en tout cas. C'était pas graphique. Royaume qui est en guerre, qui est attaqué. Ouais, mais c'était peu graphique jusqu'à la dernière saison où elle rejoint la bande de les sorceleurs. Comment ils s'appellent ? Les bandits, quoi. Voilà, c'est cette bande-là. Et là, ça devient un peu plus violent. Mais elle aussi, elle change de la petite princesse. Elle est obligée de changer, elle évolue, elle n'a pas le choix. Elle est dans un monde, c'est du médiéval, mais c'est du médiéval quand même bien violent. Il y a des monstres et tout, et donc elle est forcée avec les événements auxquels elle fait face. Et j'avais une autre question sur Stranger Things que j'ai oubliée. Est-ce que si tu n'avais pas doublé Max,
il y a un personnage, quand tu regardes la série comme ça, qui t'aurait donné envie de doubler? Je pense que de façon réaliste, celle qui aurait le plus collé, avec qui j'aurais le plus collé, peut-être ce serait Holly. Mais si j'avais pu choisir n'importe qui, je pense que j'aurais choisi Dustin. J'adore ce personnage. Il est tellement... il est drôle, il est tellement sincère et tellement... Et à la fois, tu vois, genre, je trouve que dans les premières saisons, il est un peu dans la rigolade et tout. Et à partir du moment où il perd Eddie, il vient dans un truc de sincérité et de retour à soi et de qu'est-ce qui est important dans la vie. Et la scène qu'il a avec Steve où il lui dit genre je veux pas que tu partes. Si tu meurs, je meurs. Je crois que c'est ça la phrase en VF. Cette scène-là, elle m'a relation détruite. qu'il a avec Eddie, elle est énorme. Avec Steve, pardon. Avec Steve, ouais. Mais... Dès la saison 3, leur scène de retrouvailles, elle est... Génial cette scène. Ils sont trop forts. Ouais. Et bon, on peut clôturer, je pense, sur Stranger Things. Ça a été une aventure énorme, j'imagine, à vivre, à doubler, à même nous à regarder du coup. Dans des questions plus génériques, pour revenir. Est-ce que tu as en tête, ou alors quelque chose, on va dire tes 3 répliques que tu as préféré faire sur toute ta carrière? Waouh. Il y a un truc qui m'a marqué, mais pas sur le moment où je l'ai enregistré, mais avec la vie que cette phrase a eue. Je sais pas si tu connais, mais c'est dans Horton, et c'est une petite boule de poil jaune. C'est un dessin animé, Horton, il en fait l'éléphant. Des tonnes, ouais. Et dans mon monde à moi. Exactement, et bah ça c'est moi. Dans mon monde à moi, il y a que des poneys, ils mangent des arcs-en-ciel, ils font des caca papillons. Dans mon monde à moi, il y a que des poneys. Ils mangent des arcs-en-ciel et ils font des caca papillons. C'est beau comme tout, Cathy. Ok. Et c'est une phrase que je sais pas quel âge j'avais, je devais avoir 12 ans quand je l'ai fait. Et la vie qu'a eu cette phrase après, où c'était partout. Et je me souviens que quand j'étais au collège, j'étais assez discrète sur le fait que j'étais comédienne parce que je savais que ça m'avait attisé un peu de jalousie. Et du coup, je voulais pas trop forcément en parler. Et aussi parce que j'étais timide et que voilà, j'avais pas envie d'étaler forcément ma vie. Et je me souviens, un jour, j'étais dans la queue de la cantine et il y avait une fille à côté de moi qui était un peu considérée comme une fille populaire à l'époque. Il y a les cours populaires et voilà. Et dans la queue de la cantine à côté de moi, elle a dit cette phrase sans savoir que c'était moi qui le faisais. Et du coup, j'étais genre, j'ai un petit secret et c'est trop stylé et je veux pas le dire et c'est mon petit secret. Mais ouais, c'est fou cette phrase. Et c'est vrai que c'est le truc où... Généralement, tout le monde l'a entendu et au moment où je l'ai fait, j'avais aucune idée que ça allait devenir ça, quoi. C'est un DreamWorks, Horton, je crois. C'est une bonne question, je sais pas. Ouais, parce que souvent, les DreamWorks réussissent à caler des... Je crois que c'en est un, je vérifierai, je mettrai au montage. Mais ils réussissent souvent à caler des vannes qui deviennent iconiques DreamWorks. C'est là où ils sont super forts. Ils sont trop forts. Ouais. Et sinon, waouh, les autres répliques, c'est hyper dur là tout de suite de savoir. Mais il y en a plein qui étaient trop bien écrites et trop... Ouais, mais celle qui me marque, c'est ça. Ok. Pareil, écoute, est-ce que le rôle, on va dire, qui t'a le plus marqué, auquel tu t'es le plus attaché, que t'as préféré doubler Il y a un petit film que j'ai doublé il y a peut-être 5 ans, je pense, qui s'appelle Everyday. Ouais. Qui est pas du tout connu. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Parfois, on fait des choses qui sont pas du tout connues, qui n'ont pas un succès énorme, mais juste l'expérience et ce que ça nous raconte et à quel point le film nous parle est plus important parfois que le succès. Et c'était un film sur... je doublais une comédienne qui s'appelle Angourie Rice, qui est une comédienne australienne que j'adore doubler. Je pense que c'est une de mes... Avec Sadie Sink, c'est une des comédiennes où je comprends instantanément ce qu'elle a voulu faire et du coup, c'est hyper facile de rentrer dans... Tu te rattaches bien à la comédienne. Vraiment. Et en fait, c'est un film sur une jeune fille qui tombe amoureuse de quelqu'un. En fait, elle tombe amoureuse d'une âme. Et en fait, cette âme se balade de corps en corps. Et en fait, en gros, l'histoire, le message du film, c'est que ce qui est important, c'est à l'intérieur et c'est pas à l'enveloppe extérieure. Et juste, ce film était tellement joli et la façon dont je l'ai
dont on l'a fait, c'était Raphaël Ancieux qui dirigeait et j'avais Claire Guyot qui faisait ma maman. Et il y avait plein de choses de ma vie. Enfin, il y a eu un parallèle bizarre avec des situations de ma vie que je retrouvais dans le film. Et qui font que tu as vraiment pu te rattacher. Oui, exactement, que je me suis beaucoup identifiée. Et juste l'histoire du film était trop jolie, le message était trop joli, cette comédienne était trop bien, l'équipe était trop bien. Et c'était une petite bulle de bonheur, ce film. Mais ouais, c'est vrai que souvent, il y a j'ai des rôles comme ça où on peut... Je trouve que c'est ça qui est bien avec la VF aussi, c'est qu'au-delà du coup des comédiens qu'on entend en VO, enfin qu'on voit en VO, des fois quelqu'un regarde une série ou quoi, et on peut passer derrière et dire tiens, je connais cette voix. Et c'est ce qui s'est passé avec ton doublage dans la série You. Je regardais pas cette série, c'est ma sœur qui regardait ça à la télé, et je passe derrière, je me dis mais ça me dit cette voix, je connais. Et ouais, c'est ça qui est fantastique avec la VF aussi. Bah, You, c'était aussi trop chouette comme expérience parce que c'était un personnage un peu rebelle, un peu traîne avec un psychopathe en fait. Très, enfin, dans la provocation beaucoup et elle est géniale, Jenna Ortega, dans cette série. Et ouais, mais ouais, non, c'était trop bien. Et tu l'as doublé également sur Jane the Virgin. Oui, quand elle est toute petite. Jeune, quand elle fait Jane jeune. Et du coup, bah, c'est Jenna Ortega dans La Colo du Crétacé. Oui, c'est elle qui fait la VO. Dans la 2e saison, dans La Théorie du Chaos, c'est pas elle. D'accord. Parce que je pense qu'elle a eu tellement de succès avec Mercredi et tout ça. Mais ouais, du temps plus complexe. Oui, c'est sûr. Et puis je pense que du coup, le dessin animé, c'est moins quelque chose qu'elle fait passer en premier, ce qui fait sens. Mais ouais, j'ai adoré doubler cette comédienne. Et après, c'est Emilio qui l'a faite sur plein de trucs. Parce que quand il y a eu les essais pour Mercredi, moi j'étais au Costa Rica, donc du coup, j'ai pas pu passer les essais. Et du coup, c'est Emilio. Mais t'avais été contactée sur les essais Oui. Ok, donc j'avais été contactée. On aurait pu t'entendre sur Mercredi. Oui, voilà. Mais Emilio le fait tellement bien, c'était le destin que ce soit bien, elle. Elle est tellement forte. Elle est trop forte, surtout Emilio, elle est trop forte. Est-ce que, depuis le Covid, vous arrivez quand même à redoubler à plusieurs maintenant? Oui. Maintenant que le temps de Covid est passé. Il y a une période où on était tout seul et c'était un peu dur. Parce que jouer tout seul, c'est un travail de comédien. Ouais. C'est mieux à plusieurs, c'est plus agréable. C'est mieux à plusieurs. C'est mieux à plusieurs. Toujours d'avoir quelqu'un qui nous donne la réplique. Après, c'est pas comme en tournage où si t'as pas de regard en face, c'est très compliqué de jouer. Là, t'es côte à côte, donc mais de juste sentir l'énergie de la personne, la présence et juste de pouvoir se répondre aussi, juste tu vois, que ça se réponde bien au sein des scènes. Et puis aussi pour l'ambiance du plateau qui est trop chouette quand c'est des copains qui sont avec nous. Ouais, j'imagine. Mais oui, on n'est pas autant qu'avant, mais on recommence à être plusieurs. Okay. Ouais. Tant mieux, du coup, j'imagine. Ouais, par exemple, là, je fais une série, parce qu'on parlait de Disney Channel tout à l'heure, j'ai oublié d'en parler, mais du coup, il y a une nouvelle série des sorciers de Waverly Place. D'accord. Et pour laquelle j'ai passé des essais, du coup, alors que j'avais fait d'autres séries, mais normal, ils cherchaient la bonne personne pour faire Billy. C'est la nouvelle Alex que jouait Selena Gomez. Nouvelle génération. Voilà, nouvelle génération. Okay. Et en gros, c'est Justin qui a maintenant des enfants. En fait, Alex, du coup, lui confie une jeune sorcière qui s'appelle Billy pour un peu la remettre dans le droit chemin et l'éduquer en tant que sorcière. En tant que sorcière et aussi en tant que jeune femme, parce que du coup elle est un peu différente, tu vois, du coup des enfants de Justin qui sont pas sorciers, enfin qui sont pas sorciers au début de la série. Dans lequel elle évolue. Voilà, exactement. Et sur cette série, par exemple, on enregistre à plusieurs et c'est trop fun. On est souvent avec Donald Renew, du coup, qui fait Justin. Il y a Tom Trouffier, du coup, qui fait un des fils de Justin. Jenelia aussi, qui fait ma meilleure amie dans la série. Enfin, heureusement qu'on est ensemble parce que c'est une série qui est trop fun. C'est Dorothée qui dirige. Enfin, c'est un peu la cour de récré, cette série-là. Enfin, on travaille, mais c'est vrai que toute seule, ce serait pas pareil. Ouais. Parce que vous tournez du coup Disney Channel, c'est plus une ambiance drôle, donc en plus... Oui, c'est léger, c'est pas... Autant Stranger Things, il y a toujours de la rigueur à avoir, mais Stranger Things, il y a un truc où les enjeux sont importants. Plus grands. Après, ça veut pas dire que tu t'investis moins sur des choses où les enjeux sont moins importants. T'es autant investi, mais le degré
d'intensité émotionnelle est moins fort Ok. pour des séries Disney Channel où c'est juste du fun. Hmm. Et même s'il y a des choses... Moi, j'ai pleuré en doublant Les Sorciers de Waverly Place. Il y avait des scènes à la fin de la dernière saison qui est sortie qui étaient hyper fortes. Et là, il faut être au rendez-vous émotionnellement. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où on peut se permettre d'être un peu plus léger, quoi. Ok. Et donc, on peut essayer peut-être de parler un petit peu de l'IA récemment. Mhm. Toi, tu es doublement touchée parce que tu es également présente dans le monde de la musique. Mhm. Mais récemment, donc depuis décembre, il y a eu pas mal de polémiques, notamment dans le monde du jeu vidéo, Mhm. avec le jeu qui est sorti, Ark Rider, qui présente à l'intérieur beaucoup de fonctions, notamment pour modifier sa voix via IA, et beaucoup de personnages qui sont doublés par IA, donc ça a fait pas mal de bruit. Mhm. Et également sur Prime Video, où ils ont décidé de rejeter, je sais Toute plus une si c'est... série, non? C'était pas... Ouais, bah, je crois que c'est de la série d'animation qui a été entièrement doublée par IA. Parce que, voilà. Qu'est-ce que j'en pense? Ouais, voilà, c'est ça. Bah, je trouve ça triste, forcément. Et peut-être que c'est utopique de ma part de penser ça, mais je pense que les gens vont pas s'accoutumer à l'IA. À J'espère, l'IA. en tout cas. Alors oui, forcément, peut-être que économiquement, c'est mieux pour certaines boîtes et plus confortable, mais le résultat est tellement pas Ouais. le même. Enfin, Il n'y a pas l'émotion avec une IA. pour moi, il n'y a même pas de comparaison possible. Tu vois, non, c'est deux choses totalement différentes. Et j'ai foi en l'humanité et au fait qu'on va Que pas les gens laisser vont faire se ça et que les gens... ressaisir, Voilà, après même, mais je trouve qu'aujourd'hui, déjà, il y a beaucoup de gens qui prennent la parole et qui boycottent. Et nous, au sein des comédiens, il y a des gens, dont Olivia Luccioni, dont tu parlais, qui se bat comme une reine avec pour nous et l'association pour être sûr... Touche pas ma VF ouais, je sais pas si c'est une aussi, association ou si c'est Je sais pas quel je statut, saurais pas mais ouais. comment dire, mais au sein de Touche pas ma VF. Ils sont hyper présents, ils font beaucoup de choses et pour qu'on soit protégés, nous aussi, dans nos contrats, qu'il y ait des clauses où même si on double, nous, que nos voix alimentent pas une base de données. Une base de données, exactement, pour améliorer l'IA. J'espère que ça va se ressaisir. moi, j'ai espoir que ça va jamais nous dépasser. Après, on peut pas... On peut pas prédire l'avenir. Prédire l'avenir, mais je me battrai aux côtés de mes camarades, en tout cas. Bah écoute, moi, pour les personnes qui regardent ou qui écoutent, vous pourrez retrouver les liens pour signer la pétition Touche pas ma VF en description. Et sur Instagram, je partagerai aussi si je vois des publications. Ouais, il y a toute une campagne qui a été faite avec plein de comédiens du monde du doublage. Du monde du doublage, ouais. J'ai préparé un quiz sur tes personnages, mais juste avant, comme je disais, tu étais présent dans le monde de la musique également. Est-ce que tu veux parler de tes projets, un petit peu parler à la caméra Ouais. Si tu as des projets à partager. Bah, du coup, je suis en train de préparer un album. Là, j'ai sorti un EP il y a 2 ans et du coup, je prépare un album avec des chansons que j'ai écrites et composées. Super. Avec qui j'ai travaillé. Je travaille avec d'autres musiciens et un arrangeur qui s'appelle Stéphane Corbin, qui est une rencontre artistique et humaine trop géniale et j'ai trop de chance d'être accompagnée par lui. Et voilà. Et voilà. Écoutez sur Spotify. Voilà, c'est incessamment sous peu cette année. Je sais pas encore, là, on est dans des processus. On commence à rentrer en mix, donc je vois le bout, mais ça prend toujours plein de temps. Non, il n'y a pas de date encore. Mais bon, du coup, tu as déjà un single et un premier EP disponible sur Spotify. Oui. C'est à ton nom, Clara Kilikini, sur Spotify. Allez écouter ça. Merci. Je mettrai également sur YouTube le lien. Trop gentil. Donc, petit quiz. Attends, je bois de l'eau. Et maintenant, c'est l'heure du quiz. Ok, je suis prête. Alors, contexte. Dans Stranger Things saison 2, les personnages n'ont pas encore rencontré Max. Ils vont à une salle d'arcade et ils jouent à un jeu sur lequel ils jouent tout le temps. Et ils découvrent que un personnage, quelqu'un, a battu leur record. Est-ce que ce jeu, c'est Dig Dug? Est-ce que c'est Pac-Man? Est-ce que c'est Donkey Kong? Je pense que c'est Dig Dug. Ouais, c'est ça. C'est un jeu que j'avais jamais entendu parler avant. Mais il joue à ça et il découvre avec un pseudonyme... Mad Max. Bah, c'était la question 3, mais écoute, c'est parti. Et voilà.
Et ils découvrent voilà, le pseudonyme Mad Max et ils savent pas de qui il s'agit. Et je crois que c'est plus tard dans la saison où ils se rendent compte que c'est elle. Ouais, ils réalisent que c'est elle quand elle se présente à la classe. Hmm. J'ai de la chance, j'ai re-regardé la série là, avant la saison 5, donc c'est assez frais. Dans la saison 2, il y a l'épisode d'Halloween où Mhm. le casting principal est déguisé en Ghostbuster. Ouais. Est-ce que Max est déguisé en Jason de Vendredi 13 qui est sorti en 1980, en Michael Myers sorti en 78 ou en Scream sorti en 96? Michael Myers. Ouais. 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 Elle a ce masque, je J'ai crois l'impression qu'elle d'être à fait... l'école. elle fait... C'est pas noté. C'est pas noté, ok. Et elle fait Cool. peur, elle fait sursauter Dustin Oui. ou Lucas, je crois. Oui, son masque est terrifiant d'ailleurs. Ouais. Ouais. Ouais, alors sur ce masque, je crois que l'anecdote, c'est que c'est un masque du Captain Kirk de Star Trek qui est retourné et qui est mis sur l'acteur original de Halloween, la nuit des masques. Ok. Et je crois que c'est comme ça qu'ils ont fait ce masque-là. Ah ouais, À ça l'origine, c'est le masque du Captain Kirk de Retourné. Star Trek. hyper intéressant. C'est fou. Du coup, la question 3 qu'on peut sauter, c'était quel est son pseudonyme? Est-ce que c'est Ghost Rider, Firefox ou Mad Max? Du coup, Mad Max. Question 4, plus sur Stranger Things, sur The Witcher. Dans The Witcher, de quel royaume Ciri est-elle originaire? Est-ce qu'elle vient de Sintra, de Redania ou de Temeria? De Sintra. De Sintra, ouais. Fallait que j'en fasse une, sinon j'ai des potes qui sont fans absolus de The C'est Witcher, vrai. je me serais fait tirer les oreilles. C'est pour vous. Et dernière question. Dans Jurassic World, la colo du Crétacé, Mhm. qui est plus compliqué du coup, qui est plus vieille, Plus vieux, ouais. quelle est la première menace à laquelle Brooklyn fait face? Est-ce qu'elle se trouve face à l'Indominus Rex, face à l'enclos des Vélociraptors ou face au Carnotaure qui se surnomme Taureau? Ces trois Ça, c'est événements la qui question qui va apparaissent faire au que je début n'ai de la pas série. un score parfait. Tu peux redire? Est-ce qu'elle fait face à l'Indominus Rex? Est-ce qu'elle fait face à l'enclos des Vélociraptors ou au Carnotaure Taureau? Je dirais la B. Ouais, l'enclos des Tu sais Vélociraptors. pourquoi? Parce que c'est le seul mot que je me souviens avoir dit dans la série. Les autres noms de dinosaures, je me rappelle pas Ok. les avoir dit. Peut-être que je les ai Bah, dit, mais... Ouais, l'Indominus Rex, eux connaissent pas son nom, mais ils se font pour ça chasser. Mhm. Et le Carnotaure, ils l'appellent juste Taureau tout du long de la série. Ok, mais du coup, c'était ça, les vélociraptors? Ouais, c'est ça. Elle se retrouve, il y a... comment il s'appelle? Darius et Kenji. Ouais. Ils se retrouvent bloqués à l'intérieur, et puis elle est en haut, elle essaie de les aider. Mais c'est au début, Oh, donc waouh, son rôle, ils se connaissent pas trop. Je sais même pas quelle année c'était. C'était il y a 10 ans, peut-être. Ça- C'était il y a longtemps. Ouais, c'est il y a une dizaine d'années, un peu moins, parce que je sais que Jurassic World a à peu près 10 ans. Je me suis rendu compte récemment. Ça m'a filé un coup de vieux d'ailleurs. Mais voilà. Bah, j'en ai fini pour mon quiz, un 5 sur 5. Trop bien, score ouais. parfait. Voilà. Donc écoute, il me reste plus qu'à te remercier d'avoir pu venir, d'avoir pu te rendre disponible. Bah, merci à toi de m'avoir invité, Ouais. c'est trop cool. Est-ce que tu as peut-être d'autres projets dont tu veux parler, des choses, une actualité Là, je suis 100% musique. Enfin, Ok. non, je continue Le doublage, mon mais métier t'es de beaucoup sur la comédienne, musique. de doublage et tournage un petit peu. Et je fais un peu de réalisation aussi, Ok. qui est un truc que j'adore faire et qui me plaît beaucoup. Et je pense que Super. c'est quelque chose que je développerai plus dans ma carrière plus tard. Mhm. Mais aujourd'hui, c'est la musique, ouais. Ok, bah super. Mais écoute, je te remercie du coup d'avoir pu venir. Merci, Paul. Et n'hésitez pas à partager cette interview si ça vous a plu et à me dire en commentaire quel comédien vous aimeriez voir pour une prochaine interview. Et à bientôt. Merci. bientôt.